Wake up, wake up, wake up. Bon, merci Yannick d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, surtout. Je démarre toujours les podcasts avec cette même question. Donc, on va pas déroger à la règle. Qui es-tu, Yannick Agnel? Ouh là là, vaste sujet. Si je le savais, j'en écrirais sûrement un bouquin. Et non, et puis la vie aurait plus trop de sens. Qui je suis? Je suis beaucoup de choses à la fois. Tu sais, c'est marrant que tu poses la question puisque sur mon téléphone, tu sais, j'ai le bloc-notes, et sur le bloc-notes, en fait, j'ai une partie qui est exactement qui je suis. Et en fait, à chaque fois que je me rends compte de choses qui sont très spécifiques à moi, vraiment où je me dis ah ben ça c'est moi, tu vois. Ah oui. Et ben je le note. Genre quoi? Alors j'ai des trucs un peu. Il faudrait que je te ressorte tout le bloc-notes. Mais je pense que je suis quelqu'un, par exemple, qui en anglais on appelle ça Jack of all trades, c'est-à-dire quelqu'un qui est intéressé par plein de choses à la fois. Mais qui va jamais jusqu'au bout des trucs. Tu vois, par exemple, là, j'ai un piano derrière. J'ai commencé, j'ai appris 3 chansons et depuis, c'est pas que j'ai laissé tomber, mais c'est en suspens, tu vois. J'ai appris l'alphabet cyrillique pour apprendre derrière le russe. J'ai jamais appris le russe, tu vois. Et en fait, c'est fait de plein de petites choses comme ça. Donc, je pense que ça, c'est un des traits de ma personnalité. Heureusement, il y a eu le sport dans ma vie pour m'aider à me discipliner et aller jusqu'au bout des choses. Ça m'a aidé à garder les pieds sur terre, mais oui, ça, je pense que c'est un des traits de ma personnalité. Donc la curiosité, après, le côté touche à tout. Ouais. Alors à part le piano, il y a quoi d'autre et l'alphabet cyrillique? Il y a quoi d'autre dans la vie de Yannick? Beaucoup de choses différentes. Tu sais, moi, je fais partie de cette génération qui est née avec une manette entre les mains, donc je suis la génération jeux vidéo. Je suis né avec plusieurs choses, plusieurs éléments de pop culture, on va dire. À la fois, on va dire la période, on va dire Pokémon, tu sais, de cette génération des années 90 où on a tous grandi avec ça. Ouais, moi je suis de 91, donc je vois très bien. Ben voilà. Voilà. Il y avait ça. Dans la cour de récré, il y avait Harry Potter, évidemment. La base. À l'époque, quand on était dans la cour de récré jeune, il devait y avoir que les 4 premiers tomes, tu vois, même pas. Donc oui, je fais partie de cette génération-là, quoi. Un peu littérature, jeux vidéo, musique énormément. Je peux pas vivre sans musique. J'ai une famille où voilà, il y a du son en permanence quand tu rentres dans la maison. Donc c'est pareil ici. Là, je l'ai coupé spécifiquement pour toi, mais d'habitude, il y a toujours de la musique. Donc ouais, évidemment, un petit peu de tout et du sport aussi, bien sûr, depuis tout gamin. Bon alors, et donc bon, tu vas en écrire un livre peut-être une fois que tu auras répondu à cette question, mais il y a déjà celui-là, donc je le montre, Yann, qui est hyper bien écrit, que tu as coécrit avec Pascal Rutter, où tu parles vraiment avec tes tripes, avec ton cœur. Enfin, moi, il m'a beaucoup touchée. Alors, je viens pas mes parents ne sont pas divorcés, mais je sais pas, il y a ce côté, tu vois, du sud, issu d'une famille modeste. Enfin, je sais pas comment te dire, parce que tout à l'heure, j'ai essayé de retrouver un peu des passages pour te donner des mots qui m'ont vraiment marqué. Bon, j'ai pas vraiment réussi, mais pourtant, quand je suis rentrée dedans, je me suis dit, ok, il sait ce que j'ai vécu, en fait. Peut-être aussi les références à la pop culture aussi, qui fait qu'on est cette même génération. Du coup, on va parler de tes débuts, de ton parcours, parce que j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Quels souvenirs est-ce que tu as de ton enfance? Des souvenirs très très heureux. J'ai eu une enfance, tu vois le blond de Gad Elmaleh, c'est à peu près ça, tu vois. La famille, c'était à peu près ça. Donc donc oui, tu l'as dit, hein, je suis originaire du sud, de Nîmes, plus exactement. Et puis tout s'est passé assez idéalement. Donc nous, c'était banlieue pavillonnaire, chien, sport, l'école, c'était extrêmement chouette, vraiment une vie de rêve, quoi. Et puis rapidement, du coup, il y a ce divorce qui est arrivé, et avec le divorce a coïncidé la période où pour moi, ça allait se décider au niveau sportif aussi. Beaucoup de gens, tu sais, qui viennent te draguer de clubs et donc qui sont plus des clubs formateurs comme pouvait l'être le club de Nîmes, mais des clubs où vraiment tu pouvais prétendre à quelque chose ensuite dans ta carrière sportive. Et donc c'est à ce moment-là, plus ou moins vers mes 14 ans, 15 ans, que je suis parti à Nice. Ouais, tu le racontes, hein, cette partie où oui, tu mets ton casque sur les oreilles et tu te dis, oui, il y a ce divorce en fond, et toi, tu rentres à l'intérieur et tu te dis non, en fait, je vais faire un choix pour moi,
pour m'extirper un peu de cet environnement-là qui devenait un peu tendu, un peu compliqué. Oui, complètement. D'ailleurs, mes parents l'ont eu un petit peu mauvaise quand ils ont lu le bouquin. Que tu es trop bien retranscrit les scènes. Oui, alors il y a rien qui est du réel dans tout ce qui est écrit, c'est du ressenti plus que du réel. C'est librement adapté, on va dire. Mes parents sont beaucoup plus, on va dire, conciliants et intelligents que ça. Heureusement, j'ai la chance d'avoir vraiment des parents géniaux, donc tout s'est bien passé. Mais effectivement, voilà, c'est une enfance de parents divorcés comme des millions de gamins ont pu la vivre. Donc ça, je pense que c'est pas extrêmement, c'est pas forcément extraordinaire, on va dire. Maintenant, oui, ce qui a changé la donne pour moi, ça a été de partir et malheureusement de laisser mon petit frère un petit peu sur le carreau. Derrière, c'est un truc qui m'est pas arrivé directement, si tu veux, à mes 14-15 ans, mais où, avec les années, je me suis dit, merde, en fait, j'ai laissé mon petit frère derrière, et c'est vraiment un truc qui m'a chagriné et qui me poursuit parfois encore aujourd'hui. Alors c'est marrant parce que plus on grandit à l'écart l'un de l'autre, et plus on se ressemble. Donc à chaque fois qu'on se retrouve, c'est la fête. Ça c'est très chouette. On a une relation assez fusionnelle, quoi, alors qu'on a 4 ans d'écart. Génial. C'est assez chouette, quoi. Mais ouais, c'était l'occasion. Le livre est sans prétention, hein. C'était vraiment l'occasion de s'adresser à la jeunesse, d'essayer de la remettre un petit peu à la lecture et en utilisant des sujets contemporains, on va dire. Et sur tes parents, il y a un autre, donc là c'est pas dans le bouquin, mais j'avais lu que tu disais qu'ils avaient su trouver, parce que quand on a un enfant qui fait du sport de haut niveau, qu'ils avaient été extraordinaires dans le fait qu'ils ont su trouver ce juste équilibre entre le détachement total et le surinvestissement. Du coup, je me suis demandé concrètement qu'est-ce qui faisaient tes parents, quelles phrases ils te disaient. C'était nouveau pour eux aussi, j'imagine, enfin d'avoir un sportif de haut niveau dans la famille. Alors c'était nouveau, et d'un autre côté, ma famille a toujours été sportive. Vraiment, moi je suis né là-dedans, hein. Je suis de 92, génération, tu vois, David Douillet et compagnie. Donc j'ai fait du judo, j'ai fait du foot comme un enfant sur 6 en France, j'ai fait du tennis. Voilà, j'ai fait pas mal de sports, et mes parents nous ont vraiment éduqués avec toutes ces valeurs sportives. Maintenant, la manière dont ils ont géré ça, je pense, c'était avec intelligence, en laissant faire, si tu veux, en étant un véritable tuteur et en donnant de temps en temps quelques petits conseils à distiller. Et puis quand il y a eu des grosses décisions, quand je me suis planté devant eux à un moment donné en leur disant, papa, maman, voilà, j'ai envie de partir, je me sens prêt. Oui, mais attends, mon fils, tu as 13 ans, il y a peut-être, tu vois, c'est peut-être un peu tôt. Donc il y a eu ce côté, ils ont plus été le méchant policier, tu sais, le méchant flic à essayer de donner, voilà, tout le côté moins reluisant, que d'être de mettre la pression en permanence, parce que il y avait peut-être un transfert à réaliser entre eux, quelque chose qu'ils n'avaient pas vraiment fait durant leur jeunesse. Non, j'ai des parents vraiment très très équilibrés, qui sont à l'inverse de beaucoup de parents. Je pense que j'ai eu de la chance de ce côté-là, que j'ai pu apercevoir dans les gradins des piscines parfois, où pendant les entraînements, les parents avaient des chronomètres et engueulaient l'entraîneur parce que c'était pas exactement le temps qu'eux avaient pris au chronomètre, quoi. Donc là, si vous voulez flinguer l'enfance de votre progéniture, il y a pas de meilleur moyen, quoi. Ouais. Et j'ai assisté à des clashs, et je connais des gens de notre âge, hein, qui ont plus de contact ou plus trop avec leurs parents, et avec qui ça a été très très compliqué pour ces mêmes raisons-là. Donc il faut toujours expliquer, et ça c'est aussi le rôle un petit peu de l'entraîneur et des gens du club quand tu es en club, que voilà, ils sont pas tous Cristiano Ronaldo, qui sont là avant tout pour apprendre des règles de base de la vie en communauté, et puis des règles du sport, c'est-à-dire le dépassement de soi, le partage, le respect, la tolérance, etc. Et que ça prime sur absolument tout le reste, et que tous les enfants sont géniaux, tous les enfants sont des petits génies, mais une fois qu'ils sont laissés à l'entraîneur, c'est l'entraîneur qui s'en occupe, c'est son métier. Mais alors oui, c'est pas forcément évident. Bah non, c'est pas évident, parce qu'en plus toi tu t'as démarré à 8 ans, je crois.
au club nautique de Nîmes. Et puis là, donc, tu parlais entre 8 et 13 ans. Enfin, c'est vrai que c'est une période qui est super charnière. Et comment est-ce que tu as su, est-ce que tu ressentais qu'il y avait un truc avec l'eau, tout de suite, parce que c'est aussi très tôt, très jeune, pour quelqu'un de se dire, je veux poursuivre là-dedans. Enfin, c'est le genre de questions qu'on se pose au lycée. Enfin, tu vois. Comment ça s'est produit pour toi? Ouais, écoute, ça a été assez rapide en fait. Ça a été assez rapide depuis le moment où je suis rentré dans l'eau. Ça a été une évidence. Et puis ça a été une suite un petit peu de. Je vais te raconter quelques anecdotes. Ça a été une suite d'événements un peu fortuits. En gros, j'avais le choix, si tu veux, quand je suis rentré dans le club donc le Nautique Club Nîmois, comme tu l'as dit. J'y suis rentré parce que mes parents faisaient construire une piscine à la maison. Il fallait absolument que je sache nager pour être en sécurité dans l'eau. Okay. D'accord. Donc déjà, premier truc, j'étais quand même pas destiné à être champion olympique de natation, tu vois. Donc j'y vais parce qu'il faut que j'apprenne à nager. Et une fois que j'y suis, je passe les tests, tu sais comment on fait d'habitude. Et puis là, on me pose la question, on me dit, est-ce que tu veux aller dans le groupe plutôt loisir ou dans le groupe plutôt compétition? Sachant qu'en fait, dans le groupe compétition, il y avait la totalité de mes petits copains de l'époque, de mes petits camarades. Donc j'ai dit, écoute, groupe compétition, je vais être avec mes copains. Oui. Donc, deuxième événement, tu vois, assez incroyable. Et puis ensuite, il y a eu la première compétition qui est arrivée. Et cette première compétition-là, si tu veux, c'était à l'époque sur des bassins de 25 mètres et on faisait juste un aller et puis tu avais ton petit diplôme. Voilà, il y avait des classements, mais c'était aussi quelque chose de... Voilà, tu vois. Tous ceux qui ont fait du sport à l'époque ont eu la même expérience. Et figure-toi que sur cette compétition, alors je suis arrivé premier sur toutes les courses, il devait y avoir peut-être 3-4 courses, une par nage, quelque chose comme ça, sur lesquelles j'étais engagé, mais il y a eu une erreur au niveau de l'ordinateur et en fait ça m'avait placé, je sais plus, peut-être 24e ou un truc comme ça. Et en fait mes parents sont allés vérifier, ils ont vu qu'il y avait écrit 24e et en fait c'est eux qui ont fait réclamation à l'époque, alors que pourtant je te dis ils étaient quand même très en retrait. Oui. Et c'est eux qui ont gueulé à l'époque en disant attendez, non, notre fils a absolument pas fini 24e, 25e, si on laisse ça comme ça, on l'a vu de nos yeux ébahis, si vous laissez ça comme ça, je pense qu'il va faire une dépression le gamin. Donc non, mais régler le problème. Donc s'ils avaient pas changé cet état de fait, peut-être que j'aurais abandonné la natation en me disant écoute, voilà, je suis pas fait pour ça, tant pis quoi. Donc ça a été plusieurs événements les uns à la suite des autres, tu vois, comme quoi parfois les planètes s'alignent et puis génial. Et puis c'est comme ça quoi. Et ça s'est passé en fait, si tu veux, j'ai gagné rapidement toutes les courses sur lesquelles j'étais engagé, du petit niveau auquel j'étais quoi, du pâté de maison, puis après de la commune, du département, de la région, puis après national jeune et puis ensuite voilà, jusqu'au sommet. Oui, et puis après quand on commence à être bon dans quelque chose, on l'aime aussi, tu vois, on aime ce dans quoi on est bon quoi. Mais je reviens juste sur un truc que tu as dit qui est c'était une évidence. Ça veut dire quoi concrètement, c'était une évidence? Enfin, tu le ressentais dans ton corps, physiquement, mentalement? Qu'est-ce qui se passait? Parce que c'est difficile pour moi de comprendre. Alors j'essaie de... Tu sais, il y a des moments dans la vie où je sais pas, ça arrive à n'importe qui. Quand tu te mets à danser une danse particulière, quand tu joues aux échecs, quand tu joues d'un instrument, où tu te dis mais c'est évident que c'est beaucoup plus naturel pour moi d'aller jouer de tel instrument ou d'aller pratiquer tel sport que n'importe quoi d'autre au monde. Et pour moi, c'était exactement ça. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, où les gens pensent que parce que j'ai arrêté, c'est qu'en fait j'en avais un trop plein, que j'en avais marre, etc. C'est pas la réalité. En fait, j'ai arrêté simplement parce que j'avais envie de faire autre chose à côté, que je trouvais que c'était le bon moment pour le faire. J'avais déjà la chance d'avoir vécu beaucoup de choses en natation. Mais encore aujourd'hui, quand je vais nager, pour moi, c'est quelque chose d'assez évident. C'est quelque chose de très naturel. J'adore la sensation de la glisse, tu vois, sur la peau. J'adore la sensation de nager, d'être une sorte de hors-bord un petit peu, tu vois, quand tu arrives à un certain niveau aussi, c'est très agréable. Et puis maintenant, c'est plutôt on va dire du tai chi aquatique. Que du hors-bord, mais c'est toujours un plaisir, quoi. Donc, pour moi, c'est ça l'évidence. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Je vais pas aller forcer dans les domaines dans lesquels je sais que je vais être juste bon ou même très bon. Ça me suffit pas. Je suis comme ça aussi, tu vois. C'est une autre de mes facettes. Je suis tellement perfectionniste que je pense qu'il faut choisir ses batailles
on n'en a pas beaucoup dans la vie, et j'ai eu la chance de tomber quasiment directement jeune, tu vois, très gamin, à 8 ans, 9 ans, sur un domaine sur lequel je savais que depuis que je suis gamin, tout le monde me dit mais tu vas super performer, ça va être extraordinaire. Tous les entraîneurs qui venaient me voir en me disant écoute, t'as les cartes en main, etc. Alors après, il suffit pas de les avoir, les cartes en main. Faut jouer aussi, et puis jouer en natation, ça veut dire s'entraîner 6 à 8 heures par jour, tous les jours pendant 10-15 ans, tu vois. Donc, donc derrière, il faut mettre le travail qui va avec, puisque le talent sans travail, ça sert à rien. Pas grand chose en tout cas, tu vas pas très loin. Et puis voilà quoi. Donc ça a été une sacrée aventure. Justement, c'était un peu une de mes questions. Qu'est-ce que tu, ou en tout cas une de mes interrogations, de se dire pour toi aujourd'hui, quand tu regardes dans le rétroviseur, avec toutes ces médailles, tous ces accomplissements, tous ces titres, quels ingrédients de cette recette est-ce que tu as en tête? Qu'est-ce qui a fait selon toi que tu en es là où tu en es arrivé aujourd'hui? Donc tu viens de citer le travail. Il y a un truc qui est un peu salaud dans le sport, c'est que c'est vrai qu'on est en permanence, on est dans une société où il faut toujours plus d'égalité, toujours plus d'équité, etc. L'équité dans le sport, ça existe, l'égalité, ça n'existe pas. Je suis désolé, je fais 2m02, je fais 100 kilos, voilà, c'est compliqué quand il y a un mec qui arrive qui fait 1m55 d'avoir les mêmes performances que moi. Donc déjà, il y a un truc dans le sport, malheureusement, c'est comme ça, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres dans certains domaines. Donc déjà, je pense que tu as un talent qui est inné, véritablement. Je pense que ce qui fait la plus grosse différence dans tout, et ça englobe le travail, la discipline, etc., c'est le mental. C'est le fait de le vouloir plus que les autres. Et si tu le veux plus que les autres, il faut être suffisamment appliqué pour vivre une vie, là en l'occurrence pendant quelques années d'asset. Véritablement, la vie de sportif de haut niveau, c'est pas une vie qui est particulièrement funky. Alors tu vois beaucoup de monde, tu vois beaucoup de pays différents. C'est-à-dire que je connais tous les aéroports, toutes les piscines et tous les hôtels des 5 continents, je pense, mais pas plus que ça. Et puis il fallait. Je me disais toujours, si tu veux, faire la fête, j'aurai le temps pour le restant de mes jours. Par contre, là, si je peux aller me coucher tôt, là, si je peux faire l'effort, tu vois, au jour le jour, pour aller chercher dans quelques années un titre olympique, j'y consens volontiers. Pour moi, ça n'a jamais été un sacrifice. Je le voyais plutôt comme un investissement. Et j'étais content. Alors, je te dis pas que c'était facile tous les jours de se retrouver au bord du bassin à 5h30, 6h, tu vois, quand il fait froid, en plein mois de février. Tu sais, évidemment qu'il y a des fois tu commences à douter un petit peu, tu dis mais qu'est-ce que je fous là. Mais la plupart du temps, je trouvais ça très sympa parce qu'en fait on vivait des moments privilégiés. Déjà t'es payé pour faire ce que tu aimes. C'est pas tous les sports où déjà tu peux être payé pour, on va dire, pour au moins le temps de ta carrière et pas avoir à penser à l'après. Et puis ensuite, on était un peu dans le secret des dieux, quoi. On était derrière le rideau. C'est beau, ça. Tu vois, à 6h du matin, à 4-5 personnes. Et là, tu te dis, en fait, c'est nous contre le reste du monde. Et ce qu'on fait là, il y a des milliers de personnes qui seraient pas capables de le faire, qui le feront pas. Et c'est ce qui va nous donner l'avantage quand on sera derrière les plots sur une finale olympique, tu vois. Donc, attends, juste je rebondis là-dessus parce que je pars en live. Je sais non, mais attends, mais c'est intéressant parce que est-ce que du coup tu te dirais, est-ce qu'il y a presque quelque chose de divin, tu vois, qui te dépasse? Alors, je sais pas si t'es croyant ou est-ce qu'il y a une forme de spiritualité, qui te dit en fait là je suis privilégié, il y a un truc qui fait comme presque un super pouvoir, tu sais. En plus quand t'es enfant tu te crois un peu, moi en tout cas je me suis cru parfois avec des super pouvoirs, mais bon je sais pas comment ça s'est matérialisé dans ta tête. Alors tu sais, c'est marrant parce que moi je viens d'une famille à Nîmes. Nîmes c'est une ville qui est très protestante à la base. Moi, je viens d'une famille catholique, mais de catholiques, je les appelle les catholiques essoufflés. Tu sais, c'est ceux qui vont plus à la messe, c'est ceux qui ont plus de voix. Tu vois, plus de bénédicité, plus rien du tout. Tu vois. Donc baptisé à peine, et je me suis toujours considéré comme athée. Mais en fait, tu vois, quand je reviens dessus, je me dis que cette vie nîmoise,
avec un environnement qui malgré tout était très protestant, juif aussi, des gens qui ont finalement, c'est une sorte de bourgeoisie qui s'ignore, avec des gens qui sont une bourgeoisie pas vraiment clinquante, tu vois, de gens qui travaillent, qui ont le goût du travail, de l'effort, de la discipline au quotidien, et puis où tu dois pas montrer, et je pense que ça a participé malgré tout. Donc quand j'y reviens maintenant, je me dis que je suis pas particulièrement pieux du tout, puisque ce que je fais, le job d'un sportif de haut niveau, le job de quelqu'un qui recherche la performance, c'est de réduire l'incertitude à néant. Bon, c'est quand même pas le credo, tu vois, de l'Église, de réduire l'incertitude à néant. Tu vois, enfin, quoique, on pourra en discuter. Mais donc il y a cette partie-là où je me dis peut-être que, tu vois, il y a tout cet environnement-là qui a participé, et depuis assez longtemps, je crois que je suis plutôt attiré, intrigué en tout cas par toutes les thèses bouddhistes, on va dire en tout cas la vie bouddhique, et parce que je trouve beaucoup de similitudes entre ce qu'on pratique dans le sport et puis notamment tout l'aspect zazen, méditatif. Finalement, quand tu sais, quand les Anglais disent qu'on est dans la zone, dans le flow, c'est pas très poétique. Il y a un peu de ça. En fait, c'est que tu es tellement concentré sur un point en particulier que plus rien n'existe autour, et tu es capable de produire vraiment des performances hors du commun que même toi tu ne savais pas en toi. Et je crois qu'il y a beaucoup de corrélations à faire avec la méditation, et je suis sûr que, tu vois, on parlait de bouquins, mais il y aurait sûrement un très bon bouquin à faire avec Mathieu Ricard, tu vois, et un sportif de haut niveau pour croiser les regards, si ça n'a pas déjà été fait. Mais vraiment, ouais, donc je pense qu'il y a vraiment, il y a quelque chose de bouddhiste aussi dans le sport de haut niveau. Ouais, hyper intéressant. Oui, cet état où tu oublies le temps qui passe, où tu es vraiment dans ton art. Ok, hyper intéressant. Oui, alors après, c'est vrai que sur le côté, comment, du coup, sur ce que tu disais, c'est-à-dire réduire au maximum l'incertitude, comment ça se manifestait pour toi? Donc, à nouveau, les entraînements, le fait est-ce qu'il y avait de la visualisation peut-être aussi? Alors, réduire les incertitudes, déjà, le 90% du job, c'est de s'entraîner. Donc, ça veut dire ne jamais rater un entraînement. Tu vois, un type comme Michael Phelps, donc qui est quand même à lui seul un pays, en fait, dans le classement des médailles, tu vois, au niveau olympique. Parce que le type a juste 21 ou 23 titres olympiques, je sais plus, il faudrait regarder, c'est juste aberrant. Lui, en fait, de 2004 à 2008, il a pas loupé un jour d'entraînement. Voilà. C'est comme si demain tu te dis en fait je vais bosser, et en fait pendant 4 ans je vais pas louper un jour de boulot. Et quand je te dis pas louper un jour, c'est dire que samedi, dimanche, jour férié compris, tu bosses. Tu t'octroies un jour à Noël à la limite, mais c'est tout. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement. C'est plus facile de le faire, évidemment. Je dis pas ça avec condescendance, parce que je sais que c'est plus facile de le faire quand tu as un objectif comme les Jeux Olympiques, plutôt que de te lever, tu vois, quand t'es, je sais pas moi, dans n'importe quelle administration où parfois les choses sont moins tangibles, où les effets de ton travail sont moins visibles. Donc c'est sûr que de donner du sens à ce que tu fais, c'est très important. Comment réduire l'incertitude? Donc derrière, c'est une question de détail. Cette discipline, c'est clé, quoi. Oui. La discipline. La tendance, et puis une foule de détails. Je crois que la grande performance se fait dans tous les petits détails du quotidien, c'est-à-dire essayer de manger varié, équilibré, se coucher tôt, ce qui est un peu le grand fléau de notre civilisation actuellement, c'est-à-dire qu'entre les écrans, entre tout ce qui est télévision, téléphone, ordinateur, tablette, et puis la vie qui nous pousse aussi à nous coucher de plus en plus tard. Pour être en forme, il faut dormir, et il faut dormir relativement tôt. Donc tout ça, c'est très important, sachant que, si tu veux, tous les athlètes, tous les sportifs ont quasiment le même entraînement, la même qualité d'entraînement. La différence, elle va se faire à la fois dans la tronche quand tu seras en amont de la compétition, soit dans la chambre d'appel, soit derrière les plots, tu vois, celui qui le veut plus que les autres, ce que je te disais, soit dans les périodes d'entraînement, dans tout ce qui est de l'ordre du détail.
Ouais, il y a beaucoup de parallèles aussi avec la vie d'entrepreneur, hein, pour le coup. Réduire maximum l'incertitude, avoir une bonne hygiène de vie. Tu sais, c'est marrant ce que tu dis, parce que quand j'ai arrêté de nager, donc après 2016, après les Jeux de Rio en 2016, je me posais la question de savoir quel allait être le job qui correspondrait le mieux à l'expertise que j'avais développée pendant toutes ces années, justement, tu vois, de sport à haut niveau. Et il y en avait quelques-unes, si tu veux, mais le niveau d'adrénaline, à part, je rigole d'habitude, tu vois, je fais un peu marrer tout le monde en disant que, à part faire Emmanuel Macron ou Thomas Pesquet, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Si tu veux, le niveau d'adrénaline de champion olympique, faut se lever tôt, tu vois. Mais il y en a un, et c'est vraiment le métier d'entrepreneur, quoi. D'entrepreneur, parce qu'en fait, du jour au lendemain, tout peut se passer à merveille. Le lendemain, tu te prends une énorme tarte, t'as l'impression que tout va s'effondrer, et toi, ton but, ça va être de rester au même niveau, de rester à flot, de savoir mobiliser les gens, enfin tout un tas de qualités qui sont intrinsèques aussi au sport de haut niveau. Oui, complètement. Hein. Bon, après, toute proportion gardée, mais c'est vrai que je me retrouve pas mal dans plein de choses. Cette discipline, cette constance, enfin, que je m'impose, parce que sinon c'est pas tenable. En tout cas, quand tu as des objectifs très ambitieux et puis un temps limité, en fait, pour pouvoir accomplir ce que tu souhaites accomplir, il y a très peu de place pour l'inconsistance et le soin du détail aussi. Et enfin, nous on est sur de la technologie, donc c'est chaque fois améliorer, aller chercher vraiment le petit pourcentage qui va faire la différence. On va aller regarder, voilà. Bon bref, je vais pas m'étaler, mais c'est vrai que bon, ça fait écho. Alors peut-être ça fait partie en fait des domaines à responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait les domaines à responsabilité, quand tu rentres chez toi, tu l'as encore ta responsabilité. Donc en fait, tu vis avec au quotidien, et parce que tu vis avec au quotidien, tu peux pas te laisser dépasser par elle. Donc tu es obligé d'avoir un cadre et tu es obligé de t'imposer une discipline. Et à partir de ce moment-là, ça devient ta vie entière, et ça va modeler ta vie entière, quoi, ton quotidien. Bon, on va en parler peut-être tout à l'heure, parce que je suis curieuse aussi des rituels que tu as aujourd'hui. Bon, on en reparlera. Mais peut-être si on finit on continue plutôt sur ton parcours, puisqu'on tout à l'heure on parlait donc de cette période entre 8 et 13 ans, puis tu décides d'aller à Nice donc pour poursuivre tes études. Et là donc tu rencontres aussi une joyeuse bande d'athlètes qui vont tous être soit médaillés, soit champions olympiques plus tard. Et tout se passe bien, et tu racontes un petit peu que les choses commencent un peu à se gâter au niveau du lycée 2010-2011. Est-ce que tu peux nous raconter comment, voilà, l'état d'esprit et puis ce qui se passe? Tout s'est bien passé puisque au départ, puisque ça a été un enchantement, Nice, et puis le groupe d'entraînement, ça a été mes grands frères et grandes sœurs pendant de longues années, jusqu'au bout d'ailleurs. Et même encore aujourd'hui. Donc ça a été extrêmement chouette. C'est à partir du moment où en fait j'ai terminé le lycée que c'est devenu un petit peu plus compliqué, puisque à ce moment-là je me suis dit bêtement, j'ai quelque chose à jouer au niveau natation. Ça a été pour moi un crève-cœur de décider que, si tu veux, il fallait que je donne tout à la natation, mais je me suis dit, en fait, je vais arrêter les études. Je vais me mettre natation à fond, on verra ce que ça donne, et puis derrière, je reprendrai. Parce que c'est vrai que je peux pas arrêter la natation, puis derrière, tu vas reprendre les études. Enfin, c'est un peu compliqué. Il fallait faire un choix à ce moment-là. Et ça a été un crève-cœur, mais je l'ai fait. Et donc pendant un an, en fait, je n'ai fait que de la natation, et ça a été un enfer total, puisque à partir de ce moment-là, en fait, mon entraîneur m'a mis une pression de dingue, comme dirait notre cher président. Et puis j'avais que ça, quoi. Donc en fait, je me levais natation, je mangeais natation, je dormais natation. C'était compliqué, quoi, au quotidien. Tu vois moins évidemment tout ton entourage du lycée, les gens qui me faisaient littéralement sortir la tête de l'eau avant ça. Donc ça a été assez compliqué. Et parle-nous un peu pendant toute une année, Pardon. Oui, je voulais dire, parle-nous un peu de cette relation, justement, cette relation qui est complexe de l'entraîneur et de l'athlète, surtout quand on est un athlète qui est jeune, qu'on est loin de ses parents. Enfin voilà, dis-nous un petit peu comment ça se passe.
C'est une relation qui est particulière. Je pense que tout le monde en a un petit peu l'écho à travers ce qu'on lit, si tu veux, dans la presse, etc., où il y a vraiment un fond de vérité. Je pense que c'est une spécificité française, presque, d'avoir ce couple entraîneur-entraîné qui est extrêmement fort. Et je dis couple à dessein, puisque c'est le mot juste. Et comme dans tous les couples, il y a des périodes de lune de miel où ça se passe très bien, et puis ensuite il y a des périodes de tension, et puis ensuite parfois les choses se désagrègent et ça finit par être terrible. Là où je m'insurge parfois, c'est en fait quand tu vis 8 heures par jour le dos de l'un sur l'autre, en fait, ça devient compliqué au bout d'un moment, surtout avec ce lien de subordination qui est un petit peu qui est assez prégnant, surtout quand t'es gamin. En fait, moi je suis arrivé, tu vois, j'avais 14 ans. Donc en fait, de mes 14 ans jusqu'à ma plus de vingtaine, c'était difficile parfois pour mon entraîneur d'arriver à comprendre que j'étais en train de mûrir, que j'avais changé, que j'avais prouvé des choses aussi au niveau sportif. Il y a des choses que je lui reprocherais toute ma vie, pas parce que je suis particulièrement rancunier, mais parce que je pense qu'il a détruit une partie de moi, de ma santé, qui m'importe énormément, et où encore aujourd'hui, tu vois, j'en fais les frais. Il y a une partie que je pense qui est pas forcément imputable à lui, mais peut-être à la façon dont on considère aujourd'hui ce couple entraîneur-entraîné, le rôle de l'entraîneur dans le sport de haut niveau. Et je pense que ça fait écho à beaucoup de choses qu'on peut vivre en entreprise aussi, c'est-à-dire qu'en fait, l'entraîneur, c'est un manager, et aujourd'hui, le manager, en fait, on va lui poser tellement de poids sur les épaules, tellement de responsabilités à la fois, qu'il est absolument tout, il en devient un gourou. C'est-à-dire que l'entraîneur, aujourd'hui, c'est l'entraîneur, c'est le technicien, c'est le programmateur, c'est le père, c'est le confident, c'est le kiné, et en fait, il fait tout à la fois. Et souvent, les parents vont donner leur enfant en disant allez-y, faites-en ce que vous voulez, faites-en un champion. Nous on dira rien, faites-en un champion, quoi. C'est le deal tacite qui est passé. Et derrière on s'étonne qu'il y ait des abus, qu'il y ait des choses terribles qui se passent, qui se déroulent, et où les gens ont l'impression de découvrir ça alors que ça couvre depuis longtemps. À l'extrême opposé, il y a la manière anglo-saxonne de faire qui, à mon sens, est plus on va dire plus saine dans son déroulement, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une personne qui chapeaute absolument tout, on a un entraîneur, on a un assistant coach, on va avoir même parfois l'assistant de l'assistant coach, le kiné au bord du bassin, etc. On se retrouve avec une fourmilière avec beaucoup plus de personnes, donc du coup il y a beaucoup moins d'affect, mais puisqu'il y a moins d'affect, il y a moins d'érosion aussi. C'est plus un contrat business qui est passé, c'est voilà, tu payes un service. D'ailleurs aux États-Unis on paye son entraîneur. Ce qui arrivera jamais en France. C'est pas concevable. C'est pas comme ça que se déroule le sport de haut niveau en France. Donc, si tu veux, c'était la situation dans laquelle je me trouvais en France. Quand tout va bien, tu es capable, on va dire, d'accepter beaucoup de choses, des choses terribles. Hein. On avait un entraîneur qui était un type particulier, tu vois, pour rester politiquement correct, qui était capable de nous pousser à bout, où il y en avait qui rentraient en pleurant le soir, tu vois, dans le vestiaire quasiment tous les soirs. Quand tu commences à grandir, quand tu commences à avoir quelques titres et à avoir prouvé certaines choses, ça va moins. Quand c'est l'entraîneur qui commence à déconner, à plus venir au bord du bassin, et que les résultats sont plus là, ça commence à aller encore moins. Donc, si tu veux, tout a dégringolé. Et c'est à un moment donné où je me suis dit, écoute, moi, j'ai pas envie de finir ma carrière avec juste cette expérience du sport de haut niveau. J'ai envie de voir comment ça se passe ailleurs. J'ai envie de vivre d'autres expériences. J'avais toujours eu cet attrait pour les États-Unis, pour être tout à fait honnête avec toi, avant d'y partir pour faire nageur là-bas avec toute l'équipe, donc de Bob Bowman, Michael Phelps et compagnie. Oui. Quand j'étais gamin et que j'étais encore au lycée, moi je me levais une demi-heure, une heure en amont des cours, voire des séances de natation pour suivre les tout premiers MOOC qu'il y avait de Harvard, tu vois, en philo, en littérature et compagnie, parce que mon rêve c'était d'intégrer une université de la Ivy League. Tu vois, donc comme je fais jamais les choses à moitié, je me suis dit allez, la Ivy League, ce serait génial. Et bon, au final ça s'est pas fait, peut-être un jour, écoute, mais en tout cas voilà, j'avais privilégié le sport. Donc l'année après mon bac, j'ai fait que ça s'est très très mal passé. J'ai quasiment somatisé le truc, puisque derrière j'ai eu une infection au poumon qui a été terrible.
vraiment terrassé, où ça s'est mal passé ensuite. Et puis l'année suivante, j'ai retrouvé un petit peu d'équilibre en mettant j'ai été au CERAM, tu vois, anciennement le CERAM c'est le Schema maintenant, c'est une école de commerce à Sophia Antipolis, je crois. Maintenant elle doit avoir des campus un peu partout, à Lille, à Paris, et qui m'a aidé à trouver un équilibre à ce moment-là sur cette saison olympique, qui fait que ça s'est bien passé aux Jeux Olympiques. Et après les Jeux Olympiques, ça a été la débandade. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est, si je me trompe pas par rapport aux périodes resituées, mais je t'ai déjà entendu en interview dire que c'était un moment très difficile parce que t'étais tiraillé, enfin, à la fois avec des épisodes un peu, enfin, où tu pleurais presque dépressif, et en même temps où tu gagnais tout. Enfin, il y avait cette espèce de dualité difficile. Comment est-ce que tu t'en extirpes de ça? Grâce à Schema, je m'en suis pas extirpé. Ouais, non. Je m'en suis pas extirpé. Ouais, non, je m'en suis pas extirpé. À partir de fin 2010, donc à partir du moment où j'ai commencé à avoir une pression de malade, où mon entraîneur a été beaucoup plus insistant avec moi sur certaines choses plutôt délétères, au niveau psychologique et compagnie. J'ai subi ça, tout simplement. Je voulais pas alerter mes parents, je voulais pas les inquiéter, parce que je me suis dit, attends, ils sont à 300-400 km de là, de toute façon, ils peuvent rien faire, ça sert à rien de leur dire quoi que ce soit. Donc, j'ai géré tout seul, j'ai géré ma peine, et ça s'est extrêmement mal passé. Mais comme tu le dis, si tu veux, au niveau sportif, tout se passait tellement bien, tout se déroulait tellement bien, on gagnait tellement tout, que ça donnait presque l'impression qu'on n'ait pas le droit de se plaindre à côté. Mais j'avais presque l'impression d'avoir vendu un petit peu pas mon âme, mais mon corps au diable, tu vois, en disant, écoute, je fais un échange de bons procédés, je donne ma santé, et en échange, j'ai ce que j'ai toujours voulu avoir, c'est-à-dire la reconnaissance de mes pairs pour ma passion, pour quelque chose que j'ai aimé pratiquer pendant des années, et où c'est très agréable, on va pas se cacher. Enfin, moi, je faisais ça pour être le meilleur, pas pour être deuxième, tu vois. Donc voilà, ouais, ça s'est passé comme ça, et puis derrière, il y a eu un petit moment sympathique aux États-Unis, quand je suis parti aux États-Unis, donc en 2013, où ça s'est bien passé, puisque les gens, c'est marrant, parce que ceux qui connaissent un petit peu le sport considèrent souvent que mon passage aux États-Unis a été raté. Ils oublient de dire qu'en fait, quand je suis parti aux États-Unis, j'ai juste gagné 2 titres mondiaux. Et que si ça n'avait pas été pour les Américains, ces 2 titres mondiaux, je les aurais jamais eus. Ouais. Heureusement qu'ils ont été là. Tu vois. Donc non, j'ai vécu des choses extraordinaires sur le plan humain, des gens, tu vois, que je côtoie toujours, qui sont toujours mes amis proches ici, parfois plus que des gens avec qui je me suis entraîné en France. En quoi c'était différent? Donc ça a vraiment été. Tu l'as dit tout à l'heure un petit peu, hein, sur la composition du staff. Ouais, alors il y avait ça. Je pense que c'était une question de philosophie de vie, philosophie sportive. C'est différent. Tu passes d'un environnement où nous c'était plutôt staccanoviste, à Nice plutôt silencieux, à un environnement où t'as la boombox au bord du bassin, où les mecs se gueulent dessus en plein entraînement, tu vois, et come on, you can do it. Oui, je suis là pour ça, tu vois. C'est un peu bizarre. À l'américaine, quoi. Vraiment, ce qu'on imagine à l'américaine. Dans les shows télévisés, quoi. Donc ouais, mais c'était très chouette. C'était vraiment très très chouette. Et en plus, on avait un groupe qui était extraordinaire, où on avait, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on avait peut-être quasiment une trentaine de médailles olympiques dans le bassin, quoi. Donc ça, c'était notre groupe d'entraînement. Donc effectivement, et c'est ce que j'allais dire ensuite. En fait, tu t'économises pas. Donc en fait, moi, pendant un an et demi, je me suis pas économisé, mais alors du tout. du tout, parce que je me disais, c'est ma seconde chance. Tu vois, c'est pas très bien terminé à Nice. Là, faut pas que je me foire. Faut que je me donne à fond, et puis on verra ce que ça va donner. Donc je me suis donné à fond. Tous les entraînements, je me suis donné à fond. Et puis au bout d'un moment, je me suis brûlé les ailes. Et puis ça a été très compliqué, puisqu'en 2014, j'ai fait ce qu'on appelle communément un burn-out. Moi, je le savais pas. Et puis quelques mois après, en fait, en discutant avec des gens qui étaient passés par là, d'ailleurs pas du tout dans le sport de haut niveau, tu vois. Je crois que j'avais lu un jour un article d'un type donc qui avait fait un burn-out, qui bossait dans je sais plus quelle entreprise à Paris, où il s'était retrouvé sur le quai du métro, et en fait il avait vu une espèce de mur invisible qui l'avait empêché de prendre le métro. Il est jamais monté dans le métro, et il est jamais retourné à son boulot, quoi. Et moi, il m'est arrivé exactement la même chose, c'est-à-dire qu'un matin j'étais dans mon lit, et puis j'avais des murs invisibles autour de mon lit, et
impossible de bouger, quoi. Ah ouais. Impossible de bouger. Donc là, à ce moment-là, je me suis fait violence. C'est même des gens des États-Unis, des Américains, du staff qui m'ont dit, allez, on te met dans l'eau. Tu vois, la violence du truc, physiquement, mais parce qu'on savait pas ce qui se passait, quoi. Oui. Ils disaient juste, ah, ça va, c'est un Français, il se plaint un peu, ce qui est vrai. Parce que j'étais Français, donc j'avais le droit de me plaindre. Tu vois, à l'entraîrement, j'étais le seul qui avait le droit de se plaindre. C'est l'exception culturelle. C'est comme ça. Et tout le monde en rigolait, tu vois. Ouais. Donc on savait pas trop. Et puis, et en fait, du jour au lendemain, je suis passé de 100% de mes capacités à 60%, même pas, quoi. Comme avec un plafond, quoi. Impossible de faire mieux depuis. Donc derrière, je suis rentré en France une saison plus tard. Donc c'était en 2014-2015. Et en route pour Rio, mais j'avais plus rien, quoi. J'étais lessivé. Mais alors attends, toi, dans cet épisode-là, donc tu mets pas tout de suite les mots dessus, mais presque comment tu te sens, enfin quelle émotion tu te traverses à ce moment-là, parce que quand on a toujours été à 100% de ses capacités, d'un coup qu'on se voit un petit peu diminuer, il y a, enfin j'imagine peut-être une panique ou enfin comment toi tu t'es senti? C'était comme un long tunnel, en fait. C'était comme un long tunnel où tu te dis, écoute, il y a forcément à un moment donné, le tunnel, il y a un bout, tu vois, il y a une sortie, oui. Ça va bien se terminer à un moment donné. Et je pensais à chaque fois avoir fait les changements importants, successifs, qui me permettraient de sortir de ce tunnel-là, et ça n'a pas été le cas. Et pour te dire jusqu'à quel point j'en ai été, puisque je pensais pouvoir tout gérer tout seul, quand j'en ai fini avec les Jeux de Rio en 2016, je me suis dit, bon, carrière terminée, normalement, ces épisodes un petit peu dépressifs, un petit peu compliqués vont disparaître, puisque mon quotidien sera plus le même, puisque je vais me reposer, puisque il y aura plus toute cette pression, etc., etc. Pas du tout. Pas du tout. Donc ça a continué en plus avec, tu sais, c'était pas vraiment du stress parce que je savais plus ou moins ce que j'avais envie de faire, mais je suis jamais resté les bras ballants. Mais ce truc du sportif de haut niveau en reconversion qui dit maintenant quel est le sens de ma vie, oui, tu vois. Bah bien sûr. Et donc ça a été très très compliqué. Et à ce moment-là, j'ai fait ce que ma meilleure amie, ma deuxième maman et agent Sophie Camoun m'a conseillé de faire, c'est-à-dire aller voir une psy qui était spécialisée justement dans les sportifs de haut niveau et qui s'occupe notamment, tu vois, de Teddy Riner, de Charlotte Bonnet, etc. et qui fait des merveilles avec eux. Et en fait, en l'espace de 2 séances, ben ça allait beaucoup mieux. Et puis depuis, plus aucun problème, quoi. J'ai mis un moment à me régler dans ma vie, mais en tout cas, je suis rentré dans ma vie. De tout ce que j'avais envie de faire jusque-là, j'ai arrêté de tergiverser, je me suis lancé à fond. Tu vois, aujourd'hui là, j'habite à Paris et j'ai beaucoup d'activités différentes, ce qui me sciait pas mal parce que ça a été un de mes démons pendant ma carrière de rien pouvoir faire à côté, oui. Malgré tout. Et aujourd'hui, je suis heureux comme tout, quoi. Donc ouais, ça a mis un moment, mais effectivement, ouais, c'est gentil. Ça a mis un moment, oui. Par, je pourrais pas dire par bêtise parce que je suis pas aussi méchant que ça avec moi-même, et puis parce que c'est pas de la bêtise, mais c'est juste que tu es dans un environnement où tu es poussé à l'individualité en permanence, en fait. Tu vois, donc oui. C'est à toi de décider, c'est à toi de te gérer, c'est à toi de te prendre en main tout le temps. Et c'est là que ça se joue, en fait. C'est là que les performances se jouent. Donc écoute, il aura fallu que j'arrête ma carrière de sportif de haut niveau pour me rendre compte de certaines choses, pour prendre le temps, de l'introspection, et c'est un temps qui me sert énormément aujourd'hui, puisque aujourd'hui j'ai un rôle un petit peu, tu vois, notamment auprès de l'e-sport, un rôle un peu plus oui. Où je vais chapeauter, on va en parler, oui. Mais où j'ai un rôle plus de manager. Donc oui. Tous ces écueils-là, finalement, je m'en sers. Ce sont des expériences qui me servent énormément pour la suite, et puis pour l'écriture aussi. Bien évidemment. Sûr. Et alors, attends, que cette thérapie, enfin, au final, ce temps de jachère, d'introspection cumulé avec la thérapie, combien de temps finalement ça t'a pris de te relever de cet épisode-là, quoi, au total? Si tu veux, je pense que je suis un peu comme tous les gens qui ont eu des burn-out. S'il y en a qui m'écoutent, et ils se reconnaîtront peut-être un peu dedans. Tu sais, il y a forcément des moments donnés, peut-être pas tous les jours, parce qu'il y a des jours où ça va, mais il y a des jours où t'es un peu hagard, tu sais, il y a un moment donné, ton cerveau déconnecte, tu sais, t'as les yeux dans le vide, l'espace de quelques secondes, et après, hop, tu reviens, tout ça. Ouais. Des trucs que j'avais pas forcément avant. Ouais.
voilà, qui sont les stigmates de ce que j'ai vécu, mais qui sont pas handicapants dans mon quotidien. Je suis plus fatigué qu'avant. J'arrête pas de déconner avec ça en discutant avec ma famille, qui au début le prenait pas trop au sérieux et maintenant me dit oui, c'est vrai que, mais en leur disant que j'ai parfois l'impression d'avoir le corps d'un vieil homme. Donc il faut que j'en fasse un peu plus attention que les gens de mon âge. Après, en dehors de tout ça, après cette thérapie-là qui a été très très courte, hein, je te dis, ça a été l'histoire de 2-3 consultations maximum, et encore la troisième, c'était vraiment histoire de dire qu'il y en avait besoin que de 2, oui. tu sais. Oui. Mais vraiment, ça va quoi. Ça va. Donc ouais, j'ai vécu des années, on va dire de fin 2010 jusqu'à 2017, c'était hardcore, ouais. Et aujourd'hui, justement. Mais je l'ai voulu, c'est parce que je l'ai voulu aussi. Bien sûr. Voilà, je m'en plains pas, hein. C'est pas, je suis pas en train de me victimiser, de m'en plaindre ou quoi que ce soit. Tout ça, je l'ai voulu. Et puis ce sont des parcours de vie. J'ai pas un parcours de vie très très compliqué aussi, hein. J'ai eu la chance d'accéder à la performance très jeune, tu vois, d'avoir une carrière assez fulgurante, où en plus les gens sont sympas avec moi, tu vois, c'est pas comme si les médias me tapaient dessus en permanence, tout ça, donc non, c'est plutôt chouette. Oui, mais c'est pas parce que tu l'as voulu et que tu as un parcours exceptionnel on va pas nier la souffrance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui du coup ne s'autorisent pas aussi, si tu veux, à se dire bah finalement je vais pas mal, oui, mon salaire il tombe tous les mois, je suis plutôt bien payée, je suis dans une entreprise confortable, j'ai pas d'incertitude, j'ai ma maison, enfin il y a un peu tous les cadrans que la société mettrait comme au vert, mais finalement on se sent mal à l'intérieur et on a l'impression de pas pouvoir tu vois, finalement dire que ça va pas, parce qu'il y a objectivement aucun critère qui fait que ça n'irait pas. Et les gens parfois de l'entourage, nous on a vu des personnes cassées par le monde, je te le disais en off micro, mais cassées par le monde du travail, et qui n'osaient même pas en parler parfois à leur conjoint, parce que ils comprendraient pas. À ce stade-là, la réflexion, elle est naissante parfois, et selon où tu en es dans ta vie, c'est difficile d'exprimer un mal-être qui est un peu invisible. Et puis en plus, voilà, les écrans, les réseaux sociaux, on projette une vie qui est différente de celle qu'on a en réalité. Donc voilà, il y a tout ça qui joue, et souvent ouais, il y a une incompréhension. Donc c'est bien aussi de dire que oui, t'as eu un parcours exceptionnel, t'as fait des choses incroyables, et tu l'as voulu, bien sûr, c'était ton mental, ta force, ta détermination, enfin ça se voit, t'as une super énergie, et en même temps, il y a eu beaucoup de souffrance, et voilà, juste le reconnaître. Bah écoute, c'est comme ça, c'est la vie. C'est ça. C'est la vie. Mais t'as raison. C'est une étape importante que de l'expliciter. Aujourd'hui, est-ce que, si tu en as, est-ce que tu as des rituels pour prendre soin de toi? Pas encore. J'y travaille. Je sais que je suis quelqu'un qui a parfois du mal à dire non. Donc j'ai tendance à accumuler beaucoup de charges de travail, et derrière à me retrouver à me dire je peux pas, ça va être compliqué, et tu te retrouves dans des situations où tu mets les gens un peu en porte-à-faux, c'est pas forcément évident. Ça c'est un classique de mon quotidien sur lequel j'essaie de travailler. Je pense que ce qu'il faudrait que j'arrive à faire, mais alors ça c'est un truc d'entrepreneur aussi, hein, puisque vraiment maintenant j'ai un job d'entrepreneur, d'essayer d'arriver à caler des moments de vacances, en fait, tout simplement. Des moments de vacances, de me dire, et de pas avoir peur d'en prendre parfois un peu trop, puisqu'on n'arrive plus à s'ennuyer de rien maintenant, donc et pourtant c'est bénéfique. Mais si j'arrivais à prendre 2 semaines tous les 3 mois, ce serait extraordinaire, tu vois. Ouais. Il faudrait que j'arrive à les caler directement, tu vois, dans mon agenda, me dire voilà exactement comment ça va se passer. Le problème, c'est que j'ai un agenda où quand les choses tombent, t'as pas trop le droit de les refuser, tu vois. Tu vois un peu le genre. Oui, je vois. Donc c'est un peu toute la difficulté aujourd'hui que j'ai. Je sais que si j'avais des conseils à donner aux gens sur des rituels, ce serait les mêmes que ceux que je prenais quand j'étais sportif de haut niveau. C'était il faut faire des excès de temps en temps, pas tout le temps, et la plupart du temps essayer d'être plus ou moins équilibré dans sa vie, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit, la manière
de se coucher aussi, tu vois. Est-ce qu'il y a des pratiques justement qui t'ont fait gagner et que tu conserves aujourd'hui et quelles sont celles que tu abandonnes? C'est une bonne question. Je crois pas que j'ai abandonné quoi que ce soit. Je pense qu'il y en a plus qui me servent énormément aujourd'hui. Je crois que j'ai toujours été du genre à travailler, à performer dans l'urgence aussi. Donc ça, c'est une qualité qui me reste. J'adore quand on me dit, écoute, deadline dans 2-3 heures, faut bosser comme un malade, t'as 3 heures pour rendre le truc. Ça, c'est des choses qui me font pas peur, on va dire. Et je pense qu'il serait utile, tu vois, dans le domaine de l'entreprise. Je crois que c'est important d'avoir une vision, d'avoir 3 visions, tu sais, la vision à court, à moyen et à long terme. Mais je pense que c'est important de voir, malgré tout, sur le long terme, au global. De jamais s'inquiéter de quelque chose de trop pour quelque chose qui arrive dans l'instant. Et je pense que ça, je sais même pas si c'est un truc d'expertise ou si c'est simplement l'âge qui fait dire ça, tu vois, le fait de gagner un petit peu en sagesse, de se dire, alors attends, il se passe ça, quelle est véritablement l'information qu'on reçoit et comment est-ce qu'on va faire directement pour changer ce qui arrive. Je pense que ce qu'on faisait quand je nageais, à la fin de chaque course, on débriefait. On avait un débriefing, alors parfois ça prend 5 minutes parce que t'as rien à dire, parfois ça prend une demi-heure. Et en fait, que la course se passe idéalement, que tout se passe bien, même mieux que tout ce que tu espérais, ou que ça se passe vraiment pas bien, on débriefait quand même. Parce qu'il y a toujours des axes d'amélioration. Et c'est surtout quand tout se passe bien qu'il faut faire attention aux petits détails et aux petites choses qui peuvent rapidement vriller. Et là, les gens ont tendance, je pense, en tout cas, à pas faire assez attention. Ensuite, il y a un deuxième truc. Tu parlais des réseaux sociaux et compagnie tout à l'heure. Écoute, moi, j'ai 29 ans depuis quelques jours et je me suis fait une promesse, en fait. Alors, est-ce que j'arriverai à la tenir? Ça, on en reparlera dans un an. Je vais virer tous mes réseaux sociaux l'année prochaine pour mes 30 ans. Je suis adepte d'un truc. Depuis que j'en ai discuté avec un des anciens pachas du Charles de Gaulle, qui est un type juste génialissime, lui, son conseil, c'était commander avec les pieds. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer un mail, tout ce qui peut se faire par mail, qu'en fait, tu peux faire en te déplaçant de ton bureau pendant 5 minutes, tu vois, ou même appeler quelqu'un, si tu peux le faire en visuel, c'est mieux. Tu vois, passe dans le bureau de la personne, va lui dire bonjour, au lieu d'envoyer un simple SMS, appelle-la, prends de ton temps, tu vois, prends de ton temps. Il faut bien le sélectionner, le temps, faut pas le gaspiller. Mais il faut prendre de son temps et ça vaut tout l'or du monde. Parce qu'aujourd'hui, on a des liens qui sont de plus en plus distendus et des liens que, tu vois, des personnes comme toi remettaient au centre de l'échiquier. Donc c'est rigolo. Mais c'est marrant parce que quand je te vois... à force d'expérience ces dernières années, je me dis que c'est étonnant puisque depuis 5 ans, les personnes qui m'entourent et qui pour moi sont vraiment des modèles en termes d'entrepreneuriat, ce sont des femmes. Et en fait, ce sont des femmes où je me dis à chaque fois, mais putain, si j'avais une entreprise dans laquelle j'aimerais bosser, ce serait celle-là. Et en général, ce sont des femmes. Les mecs, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus motivés par l'ultra-performance, l'hyper-performance, tu vois, le fait d'être hyper compétitif. Moi, on m'a élevé comme ça aussi. Hein. Ma famille était... tu vois, on était tous... c'était une émulation. Alors, c'était un jeu. Il faut que ça reste un jeu. C'est quand ça n'est plus un jeu que c'est un peu plus compliqué. Et j'ai l'impression... Alors, peut-être que c'est une impression à tort, et tu vois, et que j'en ai une image idéalisée, mais que... parce que on a une nouvelle forme d'entrepreneuriat et des personnes d'une génération qui sont en train de se rendre compte voilà des véritables enjeux de demain, ça se passe mieux. Et des personnes comme Emmanuel Duez, comme Céline Chung maintenant, tu vois, qui font des choses formidables. Je suis sidéré parce que je sais que j'y arriverai pas moi-même. Donc merci d'être là et de remettre l'humain au milieu de. Mais merci à toi. Au milieu de l'entreprise. Merci à toi. C'est fabuleux ce que tu fais, à la fois d'avoir les mots justes pour parler de ton parcours, de démocratiser. Enfin, tu vois, de libérer la parole. Enfin, il y a vraiment une vertu à ça. Moi, j'en parlais il y a pas très longtemps avec un moine et qui me disait, ouais, que la parole libère et du coup, cet exercice-là qu'on fait, il est tellement précieux et tellement utile. Et aussi, merci de donner ton temps. Je l'ai dit en intro, mais c'est très, très précieux. Donc,
Voilà. Alors on continue juste quand même sur un mot sur tes activités en ce moment, puisque tu es directeur sportif e-sport de la team MCES. J'ai vu le t-shirt d'ailleurs, non? Ouais, je sais pas si on peut le voir. Ouais. On le voit, ouais. Et donc, très corpo. Ouais, très corpo. Tu t'occupes donc de la performance des équipes pro. Quels sont les grands principes justement que tu mets en œuvre pour atteindre cette performance? Donc on en a parlé un peu en filigrane, hein, de ces principes qui ont régi ta vie, qui continuent à régir sur l'équilibre sain. Mais voilà, juste rappelle-les-nous et dans ton rôle de directeur sportif aujourd'hui. Alors le rôle de directeur sportif, il n'est pas directement au contact, tu vois, des joueurs au quotidien. Ok. Donc j'ai pas un rôle de manager où je suis vraiment là au contact au quotidien, à être avec eux dans la même salle. Par contre, moi je mets en place toute la méthodologie de ce qu'il y a autour de la performance, c'est-à-dire la préparation physique, le suivi médical, nutritionnel, psychologique, etc., etc. Le suivi de la performance aussi. On pourrait en parler pendant des heures parce que c'est un sujet qui me passionne, qui est passionnant. Véritablement, où on aurait beaucoup à en dire, mais c'est très spécifique, puisqu'en fait on a affaire à une population de jeunes gens qui souvent n'est pas passé par un club sportif et qui a pas qui a pas cette expérience du club de sport, qui a pas été éduqué, élevé là-dedans, et qui se retrouve propulsé, on va dire entre 15 et 18 piges dans un environnement où d'un seul coup faut une discipline, il y a un respect du maillot, il y a un respect des supérieurs, enfin bref, on leur donne vraiment un cadre sain au maximum. Là, c'est le but, en fait. Pour moi, le but de MCES, c'est de proposer à tous les joueurs, et surtout aux joueurs de haut niveau, de pouvoir profiter de leur passion à leur meilleur niveau possible et de le faire le plus longtemps possible. Ça, pour moi, c'est le contrat de base. Et pour ça, on leur propose un cadre avec tout ce que je t'ai dit. Donc, ils vont faire du sport, ils vont avoir aujourd'hui des outils qui vont permettre de mesurer leur performance, par exemple leur précision, leur réflexe, leur rapidité, etc. Tu sais, un peu comme les pilotes de Formule 1 avec les LED, tu sais, le panneau LED où tu vas devoir toucher le plus rapidement possible. Ce genre d'outil-là qu'on va utiliser sporadiquement. Et puis ensuite, tout ce qui est purement du jeu vidéo, mais là c'est pas moi qui m'en occupe puisque je connais les jeux, mais je suis pas expert au sein des jeux vidéo en eux-mêmes. Et l'accompagnement, comment tu l'as designé? C'est sur un an, c'est à chaque saison, j'imagine. C'est comme un club de sport. Alors c'est un club de sport un peu particulier, on va dire un club de sport omnisport, puisqu'en fait chaque jeu vidéo est un sport. Ouais. Et chaque jeu vidéo a ses spécificités. Tu peux avoir du 1 contre 1, tu peux avoir des jeux en équipe, donc où il y a une équipe de 5 joueurs, et tu vas pas manager de la même manière un joueur qui est tout seul qu'une équipe de 5 personnes. Tu as des saisons différentes à différents moments de l'année. Tu as des ligues qui se passent, par exemple, je sais pas moi, comme la Ligue 1, tu as des tournois, on retrouve, si tu veux, tous les aspects du sport un petit peu mélangés, et en règle générale à une fréquence beaucoup plus élevée que celle du sport. Voilà. Oui. Ok. Et alors du coup, tout le programme que tu designs, toute la méthode que tu mets en œuvre, concrètement, donc ils ont quoi, des moments dans l'année, avant, après des matchs, dans le temps en fait. Alors ça dépend des jeux. D'accord. Ça dépend les jeux. Il y a des jeux qui sont complètement professionnalisés. Il y en a qui sont semi-pro et où les joueurs font autre chose à côté. Il y en a où ils ne font que ça. Ils sont professionnels de ce jeu vidéo-là. Ils ont un contrat de travail. Oui. Et donc, ils sont joueurs professionnels. Et à ce moment-là, ils sont présents dans des locaux qu'on a à Marseille. Ils s'entraînent dans nos locaux, ils dorment sur place, et c'est comme des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire qu'ils vont s'entraîner entre 6 et 8 heures par jour, quoi. À la fois sur l'ordinateur, et c'est de l'entraînement, c'est pas du jeu, hein. Là par contre on est vraiment dans c'est un camp d'entraînement, quoi, tout simplement, comme des footballeurs. Et puis tu as des moments où il va y avoir des stages un peu pré-tournoi, pré-compétition importante, évidemment. Tu as des moments un peu de relâche. Je pense que la différence, ce qu'on a apporté de relativement différent par rapport à ce que j'ai vécu dans le sport de haut niveau, c'est le contact avec les parents.
parce que souvent les gamins sont quand même assez jeunes. Et les parents sont parfois un petit peu dépassés puisque tu sais pas ce qui se passe quoi sur l'écran, sur internet. T'imagines que c'est quand même un peu compliqué quoi. Une fois que la porte du gamin est fermée, il peut se coucher à des heures indues et tu comprends pas que le gamin crise parce qu'en fait il était en tournoi pour aller gagner $15,000, tu vois, alors que tu lui as débranché internet quoi. Donc tu vois, il faut donc le but pour nous ça va être vraiment de tenir aussi les parents au courant au maximum et de faire en sorte qu'ils aient un cadre de vie le plus sain possible, sachant que le jeu vidéo se joue majoritairement après les cours et que donc la plupart des compétitions sont assez tardives. Donc on a un problème encore une fois d'hygiène de vie qui reste à résoudre à mon sens, mais qui va dans le bon sens, qui prend le bon chemin on va dire. Et le deuxième truc qui est pas évident aussi, c'est on essaie d'être plutôt intransigeant avec l'école, le fait qu'ils puissent poursuivre des études en même temps, c'est extrêmement important pour nous. C'est un choix préférentiel et qu'on respecte à fond. Donc voilà, on essaie d'avoir un petit peu tous ces éléments là. Donc voilà, la scolarité, tu vois, d'avoir cet équilibre, puisque si du jour au lendemain, le joueur se casse le poignet derrière, et si t'as rien, si t'as plus d'école, si t'as pas de bac ou quoi que ce soit, c'est un peu compliqué. Et puis ce sont des carrières qui, pour l'instant, sont relativement courtes. Donc le but pour nous, c'est d'arriver à les allonger et de leur proposer quelque chose derrière aussi. Et dernière question, quels écueils ou échecs passés que toi tu as vécu t'aident à avoir ce rôle de directeur sportif aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses. Tout ce dont on a parlé depuis le début, ça me sert énormément, puisqu'en fait, ce sont des phénomènes qu'on retrouve dans le jeu vidéo, dans l'e-sport. La différence entre le sport et l'e-sport, l'une des différences, c'est que si tu fais 3 heures de foot, il y a un moment donné, tu vas être lessivé. Si tu fais 3 heures de jeu vidéo, tu vas être lessivé, mais pas de la même manière. Tu vas être fatigué nerveusement, tendance à t'énerver plus facilement, etc. Mais tu vas pas forcément t'en rendre compte. Donc, ça va être facile de dépasser toutes ces heures-là. Et c'est facile pour certains jeunes de jouer un nombre d'heures incalculable dans la journée, de pas se rendre compte qu'en fait, ils sont en train de se bousiller la santé. Nous, c'est notre rôle de cadrer la pratique et de leur faire à la fois un peu d'exercice physique aussi pour se permettre de se dépenser au long terme de gagner en énergie. Donc, je me rappelle plus ta question, mais non, mais c'était par rapport à toi, tes échecs ou tes erreurs passées. C'est un peu se fixer les limites presque que toi t'as presque pas su déceler à certains moments de ta carrière en fait, ou que t'as dépassé, franchi sans, tu vois. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais ça se joue beaucoup plus en dehors de l'entraînement et de la performance. En fait, c'est ce que je te disais. En fait, on cadre beaucoup plus large que ce que le faisaient à l'époque les clubs dans lesquels j'étais, parce que c'était pas la mode entre guillemets, ou parce que ils s'en foutaient. Ça, j'en sais rien. Parce que c'était pas leur prérogative selon eux. Moi, je pense que on a besoin d'un éventail très très large qui va à la fois des parents jusqu'à la scolarité, l'éducation, l'équilibre de vie au quotidien. Donc d'arriver à manger, quand je te parle de suivi nutritionnel et compagnie, les joueurs qui mangent chez nous le midi au centre d'entraînement, ils vont manger des choses extrêmement saines, tu vois. Après, il y aura toujours une part que nous on maîtrise pas, qui est celle de l'individu et de ce qu'il fait une fois qu'il est rentré chez lui. S'il décide de se coucher à 5 heures du matin tous les soirs, alors qu'on lui a dit, écoute, vaudrait mieux te coucher beaucoup plus tôt, ça, c'est son problème à lui, et c'est lui qui finalement décide de pas suivre la discipline qu'on lui conseille. On peut imposer, mais jusqu'à un certain point. Tu peux pas imposer toute une vie à quelqu'un. Bien sûr, bien sûr. Super. On va passer j'ai un petit rituel de fin du podcast où je pose quelques questions courtes, répondre de manière spontanée. À quel moment oublies-tu le temps qui passe? Quand je lis. En fait, c'est assez rigolo parce que quand je lis, c'est pas vrai. Quand je lis et quand je regarde mon portable. Mais c'est deux temps différents. Parce qu'en fait, quand je regarde mon portable, je le regarde 5 minutes, je le lève, il y a 1 heure qui est passée. Et quand je lis pendant 1 heure, je lève, en fait, il y a, tu vois, c'est 5 minutes qui sont passées, quoi. Donc
en général, quand j'ai envie de ralentir le temps, je prends un bon bouquin, et quand j'ai envie de l'accélérer, je prends mon portable. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu? C'est une bonne question, ça. Je sais pas. Il faudrait que j'y réfléchisse pendant un long moment. Mais je pense qu'il y en a beaucoup de bien, et surtout de la part de mes parents. Encore une fois, j'ai des parents qui sont tellement extraordinaires. Mes parents, mon frère, ma famille est extraordinaire. Et plus c'est malheureux à dire, hein, mais parfois, tu sais, quand tu vois tes potes, tu vois la manière dont ça se passe dans les autres familles, tu te dis, franchement, j'ai beaucoup de chance d'avoir un socle aussi solide et des gens bien sur lesquels tu peux te reposer quand les choses fonctionnent pas très bien, quoi. Quelle est la leçon que tu as mis le plus de temps à apprendre? Oh, il y a des leçons que j'ai pas du tout appris encore. Comme se reposer, par exemple. Non, c'est pas mon... Celle-ci. Il faut savoir... Ma grand-mère, tu sais, c'est un peu le Marius et Fanny, tu sais, mais te penche pas trop, laisse se pencher les autres, tu vois. Ça, des fois, je devrais le faire, mais j'y arrive pas, tu vois. Je vois très bien. Que crois-tu avec certitude? En la capacité de l'homme à s'adapter en toute situation, en toute circonstance. Je trouve que l'être humain est formidable, et même si je suis très friand de dystopie, pour moi ça restera à tout jamais de la fiction, puisque même si un jour il y a demain 300 bombes atomiques qui explosent, il y aura forcément un type lambda pour trouver la solution, pour survivre et faire repartir l'humanité. Je sais pas pourquoi, pour moi c'est une certitude. Je trouve que cette question du Covid là me l'a encore prouvé une fois de plus, quoi. S'il y en avait besoin, quoi, d'être capable de trouver si rapidement un vaccin, d'être capable de tous, tu vois, des Français, des Gaulois réfractaires, d'arriver à tous s'enfermer pendant 2 mois et à respecter ce confinement. Non, mais c'est un truc de malade. La résilience. Ouais. Donc, ouais, vraiment. Donc, je suis content d'être humain. Il y a des fois, je suis pas très fier d'être humain, mais voilà, je crois en la bonté de l'être humain et sa capacité à changer des choses. Complète cette phrase. Le monde a besoin. Le monde a besoin de chili con carne. Parce que vraiment, le chili con carne, c'est excellent et je crois qu'on n'en mange pas assez. Et moi, j'adore le chili con carne parce que c'est vraiment exquis et ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Donc, voilà. La prochaine fois qu'on se voit, on mange un chili con carne. Ok. Ça marche. Merci Yannick.